Une phrase a traversé l'Atlantique comme un éclair. Si le Nigeria ne protège pas les chrétiens, nous interviendrons violemment. 200 millions d'âmes, un seul avertissement. Le déséquilibre entre puissance et souveraineté se mesure désormais en mots. Au nord, la voix d'Ibrahim Traoré résonne depuis le Sahel, défiant les empires qui reviennent, déguisés en sauveurs. Alors que la foi est invoquée pour justifier le pouvoir, une question brûle. Qui possède vraiment la terre où les fidèles s'agenouillent? Derrière la phrase de Donald Trump se cache plus qu'un avertissement, une équation entre religion, pétrole et influence. Officiellement, il s'agit de défendre les chrétiens du Nigeria. En réalité, chaque promesse de protection s'accompagne de contrats, de soldats et d'intérêts énergétiques. L'Afrique a déjà connu cette grammaire de la foi qui ouvre la voie au marché. Le Nigeria, avec ses 200 millions d'habitants, se tient aujourd'hui entre deux horizons. À l'ouest, Washington propose l'aide et l'ordre. Au nord, le Sahel s'élève avec des voix nouvelles, celle d'Ibrahim Traoré en tête, proclamant que la dignité ne se négocie pas. Cette histoire promet de révéler non seulement le prix de la croyance, mais aussi celui de la souveraineté. Car si le Nigeria s'agenouille devant les promesses étrangères, l'Afrique entière pourrait perdre plus qu'un pays, son dernier bastion de décision libre. Et si, au contraire, il choisit la résistance, la carte du pouvoir mondial devra être redessinée. On découvre d'abord que le Nigeria, cœur battant de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 200 millions d'habitants, se voit soudainement traité comme un pupitre d'école à distance par une seule phrase venue de Washington. Puis, on comprend que la même rhétorique qui promet aujourd'hui de protéger les chrétiens nigérians a déjà été utilisée pour apporter la démocratie en Libye et ramener la paix en Irak, laissant derrière elle des pays brisés. Dans ce décalage entre le discours et les conséquences se trouve tout le contexte de la crise actuelle. Le Nigeria n'est pas seulement une frontière contre le terrorisme, c'est un échiquier où se croisent foi, pétrole et ambition géopolitique. Le pays abrite l'une des plus grandes populations chrétiennes et musulmanes vivant côte à côte, tout en reposant sur un delta riche en pétrole brut qui alimente les moteurs du monde. Chaque déclaration venue de Washington ne s'arrête pas à la Maison-Blanche. Elle roule jusqu'à Abuja, Lagos, Kano, où elle devient un signal pour les diplomates, les traders et les mercenaires. Face à cela, le président Bola Ahmed Tinubu adopte un ton mesuré. Il accueille officiellement le soutien américain dans la lutte contre Boko Haram, suivant un scénario que l'Afrique connaît déjà. L'aide arrive rarement seule. Elle apporte des conditions, des soldats, des contrats et souvent la signature silencieuse de l'avenir du pays au nom d'autres capitales. Des voix comme celle du professeur P.L.O. Lumumba rappellent que chaque fois que l'Occident pleure pour les droits de l'homme, il faut vérifier les ressources minières en jeu. Au même moment, au nord, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso incarne une ligne de fracture différente. Là où certains dirigeants acceptent la main tendue en échange de sécurité, lui appellent à la défense de l'Afrique par elle-même, sans sauveur étranger. Entre ces deux pôles, la foi des Nigérians devient un champ de bataille où se décident non seulement des vies, mais la définition même de la souveraineté africaine. Le premier personnage guide de cette histoire est le président Bola Ahmed Tinubu, vétéran de la politique nigériane, désormais assis à Aso Rock, avec la tâche impossible de tenir ensemble sécurité, souveraineté et alliance extérieure. Son ton officiel est mesuré. Il remercie Washington pour son soutien dans la lutte contre Boko Haram. Il parle de coopération. Il insiste sur la nécessité de protéger les civils. Sur le papier, cette position ressemble à une continuité, une gestion pragmatique des menaces. Mais la réaction ne se joue pas seulement dans les communiqués. Dans les marchés de Lagos, dans les églises de Jos, dans les mosquées de Kaduna, la phrase venue de Donald Trump est reçue comme un écho d'autres guerres. Certains y voient une intervention divine en faveur des chrétiens. D'autres sentent tant l'odeur du pétrole brut
et des bases sétiers, des bases militaires, longtemps avant l'arrivée des secours. Entre ces perceptions opposées, l'autorité de Tinubu est testée dès les premiers jours. Un second personnage collectif apparaît alors, la jeunesse africaine connectée, qui suit en même temps les discours d'Abuja et les annonces venues du Sahel. Pour elle, chaque mot sur la protection des chrétiens renvoie à des images de Libye, d'Irak, Afghanistan. Les premiers impacts sont donc à la fois politiques et symboliques. Les lignes de fracture ne passent plus seulement entre chrétiens et musulmans, mais entre ceux qui acceptent la main tendue de l'Empire et ceux qui craignent d'en payer plus tard le prix. Tout commence par une phrase, prononcée comme un coup de tonnerre. Donald Trump déclare que si le Nigeria ne protège pas les chrétiens, les États-Unis interviendront vicieusement. Ce n'est pas un rapport diplomatique discret, ni une note de service technique. C'est une menace publique, taillée pour les caméras et pour une base évangélique américaine, qui voit dans cette posture un acte de croisade. À ce moment précis, la conversation mondiale bascule. Le Nigeria n'est plus seulement un pays en proie à Boko Haram, il devient le théâtre potentiel d'une intervention directe, revendiquée au nom de la foi. Le premier mouvement se joue dans les esprits. Au Nigeria, la phrase circule dans les marchés, les églises, les mosquées, les universités. Certains chrétiens l'entendent comme un espoir. Enfin, quelqu'un de puissant semble prendre au sérieux leur souffrance. D'autres y perçoivent une menace déguisée, un parfum de pétrole enrobé dans les Écritures. Le contraste se renforce lorsque l'on se souvient que le même Trump avait parlé de génocide blanc en Afrique du Sud et proposé un passage sûr aux fermiers blancs, alors que les réfugiés noirs venus du Nigeria, du Soudan ou du Congo n'ont jamais bénéficié d'une telle sollicitude. Le deuxième mouvement se joue à Abuja. Le président Bola Ahmed Tinubu, récemment installé à Aso Rock, répond avec une diplomatie prudente. Il affirme que le Nigeria accueille le soutien américain dans la lutte contre Boko Haram, qu'il s'agit de coopération sécuritaire, non de soumission. Sur le papier, la ligne paraît raisonnable. Accepter l'assistance technique, les drones, le renseignement, tout en affirmant la souveraineté nationale. Pourtant, pour de nombreux observateurs africains, le scénario rappelle trop la Libye, l'Irak ou la Syrie, où l'aide s'est transformée en présence durable et en État fragilisé. Le troisième mouvement dépasse les frontières nigérianes. À travers le continent, la déclaration de Trump réveille des souvenirs et des craintes. Des voix comme celle du professeur P.L.O. Lumumba répètent qu'il faut toujours vérifier les minerais lorsque l'Occident parle de droits de l'homme. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, une génération entière commence à relier les points, du pétrole du delta du Niger aux bases militaires, des sanctions à la protection, à la protection des chrétiens. Au Sahel, des capitales comme Ouagadougou, Bamako, Niamey observent avec attention. C'est ici qu'entre en scène une autre temporalité, portée par le capitaine Ibrahim Traoré et les dirigeants qui lui ressemblent. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, la décision de rompre avec la présence militaire française a déjà été prise. Le discours y est clair. L'Afrique doit se défendre elle-même et refuser les sauvetages intéressés. La phrase de Trump sert alors de contre-exemple, de rappel que les vieilles logiques d'empire ne sont pas mortes. Elle accélère une prise de conscience. Si le Nigeria ouvre la porte à une intervention vicieuse, tout l'édifice panafricain en gestation pourrait vaciller. Enfin, viennent les répliques. Des rassemblements surgissent au Nigeria avec des slogans qui refusent d'aligner le pays sur les trajectoires de la Libye ou de l'Irak. La société civile se fracture entre ONG liées aux financements occidentaux et mouvements nationalistes qui les accusent de trahison. Les médias se divisent en deux camps. L'un reprend les éléments de langage américain sur la lutte contre l'extrémisme, l'autre relaie la montée d'un discours panafricaniste qui voit dans cette crise une nouvelle tentative de mise sous tutelle. La phrase de Trump cesse d'être un simple événement.
Elle devient un point de bascule dans la bataille pour l'âme politique et spirituelle du Nigeria. Le Nigeria compte plus de 200 millions d'habitants, ce qui en fait non seulement le pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi le pivot démographique et religieux de tout un continent. Ce poids transforme chaque décision politique en onde de choc régionale. Dans un tel contexte, une phrase prononcée à Washington peut modifier des marchés, des alliances et des frontières invisibles. La deuxième donnée clé est énergétique. Le Nigeria exporte environ 2 millions de barils de pétrole par jour. C'est cette manne qui attire les discours enrobés de moralité et d'humanisme. Lorsqu'un dirigeant occidental parle de protéger la foi, les analystes africains savent qu'il faut lire aussi sécuriser les approvisionnements. L'écart entre ces deux motivations constitue l'axe du déséquilibre que le discours de Trump a révélé. Troisième élément, la montée simultanée de 3 États sahéliens, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, décidés à rompre avec la présence militaire française. Ensemble, ces pays comptent plus de 60 millions d'habitants et représentent un quart du territoire ouest africain. Leur décision modifie la carte du pouvoir régional. Si le Nigeria venait à s'y joindre, l'équilibre géostratégique basculerait de Paris et Washington vers Ouagadougou et Bamako. Enfin, une estimation reprise par plusieurs centres de recherche indique que d'ici 5 ans, la croissance cumulée de la population sahélienne dépassera 20%. Ce chiffre n'est pas anodin. Il décrit la pression sociale, l'énergie politique et la jeunesse qui soutiennent le discours panafricaniste. Derrière ces pourcentages, on retrouve des visages, des slogans et des figures, comme Ibrahim Traoré, dont la popularité numérique traduit un basculement symbolique. La preuve quantitative devient ainsi le miroir d'un mouvement qualitatif. La souveraineté cesse d'être une idée, elle devient un calcul collectif. L'argument favorable à l'intervention américaine se présente avec une logique claire. Boko Haram reste une menace persistante. Des villages entiers ont été incendiés, des églises détruites, des enfants enlevés. Pour de nombreux rangs du nord-est nigérian, tout aide extérieur semble préférable à l'inaction. Washington promet la technologie, le renseignement, les drones et la formation des forces spéciales. Dans une lecture immédiate, il s'agit d'un échange rationnel, la sécurité contre la coopération. Les partisans de cette approche rappellent que le Nigeria peine depuis plus d'une décennie à neutraliser l'insurrection. Ils estiment qu'un appui logistique américain pourrait accélérer la fin des violences. Le discours moral, centré sur la protection des chrétiens, vient renforcer la légitimité politique de cette alliance. Certains observateurs y voient aussi un moyen d'équilibrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine dans la région. Mais le contre-argument s'impose par la mémoire historique. Chaque aide venue de l'Occident a transformé la carte politique de ceux qui l'ont acceptée. En Libye, les promesses de démocratie ont conduit à la fragmentation. En Irak, la paix promise a ouvert la voie au chaos. En Afghanistan, la lutte contre le terrorisme a laissé derrière elle un vide stratégique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des centaines de milliards dépensés, des millions de réfugiés, des décennies d'instabilité. Le Nigeria présente les mêmes vulnérabilités. Une dépendance énergétique, une élite divisée, un territoire trop vaste pour un contrôle unifié. Ce contexte rend tout engagement étranger potentiellement hégémonique. La rhétorique du sauvetage moral masque souvent une logique de possession. C'est là que la figure du capitaine Ibrahim Traoré entre en scène, non comme un modèle importé, mais comme un contre-exemple africain. Son message : aucun peuple ne sera libre tant qu'il dépendra d'un autre pour sa sécurité, résume la thèse anti-intervention. Les Nigérians qui l'écoutent comprennent que la liberté n'est pas donnée. Elle se défend. La force du raisonnement ne réside pas dans l'émotion, mais dans les données et les précédents. Les deux camps ont des arguments solides, mais l'histoire montre que les nations qui délèguent leur souveraineté finissent par déléguer leur destin. La foi est devenue une stratégie. Voilà la phrase qui résume la bascule du récit. Ce qui, au départ, semblait être une croisade morale
s'est mué en architecture géopolitique. Derrière le vocabulaire du salut se dessine la grammaire du contrôle. Le Nigeria découvre que la religion n'est plus seulement un lien spirituel, mais une monnaie politique utilisée pour justifier l'ingérence et redéfinir les alliances. Au cœur de ce tournant, un visage revient sans cesse. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, symbole d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. Ses discours circulent sur les téléphones, repris sur les murs des universités, dans les chansons des rues. Là où d'autres signent des accords de sécurité, lui signe des manifestes. Sa voix résonne comme une ligne de fracture entre ceux qui croient encore à la protection extérieure et ceux qui ont choisi la souveraineté intérieure. Le point médian n'est donc pas seulement une pause dramatique, c'est un miroir. En observant le contraste entre Washington et Ouagadougou, le Nigeria comprend que le débat ne porte plus sur la religion, mais sur la propriété du destin africain. Les répercussions du discours de Donald Trump ne se limitent pas à la sphère diplomatique. Elles ont transformé le Nigeria en un laboratoire politique où s'affrontent 4 dynamiques: le peuple, le pouvoir, la région et l'Occident. D'abord, le peuple nigérian. Dans les marchés de Lagos et les villages du Nord, les conversations changent de ton. Les fidèles se demandent si la protection promise ne cache pas un nouveau contrôle. Des églises prient pour la paix, des mosquées appellent à la prudence. Mais surtout, une jeunesse numérique s'organise. Elle se retrouve sur les réseaux, partage des extraits d'Ibrahim Traoré, débat sur la souveraineté et crée des hashtags qui unissent au-delà des confessions. Ce mouvement ne parle plus de religion, mais de dignité. Ensuite, le pouvoir politique. Le président Bola Ahmed Tinubu doit jongler entre la pression américaine et la défiance populaire. En acceptant la coopération avec Washington, il rassure les chancelleries, mais il irrite les mouvements nationalistes. Ses propres alliés, au sein de l'APC, évoquent une alliance stratégique. L'opposition y voit une capitulation coloniale. Cette fracture interne fragilise son mandat. Chaque décision sur la sécurité devient un test de loyauté nationale. Puis, la région sahélienne. Dans le Sahel, la vague panafricaine s'intensifie. Les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso observent le Nigeria avec attention. Si Abuja s'aligne sur l'Occident, leurs efforts risquent d'être isolés. Mais si Tinubu choisit la solidarité régionale, le bloc sahélien gagnerait une puissance économique et symbolique inédite. L'hypothèse circule déjà dans les think tanks africains. Une alliance Nigeria-Sahel pourrait redéfinir la sécurité collective du continent. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît souvent comme catalyseur de cette recomposition. Enfin, l'Occident. Washington et Paris suivent la situation avec prudence. Les discours officiels parlent de liberté religieuse, mais les câbles diplomatiques évoquent des inquiétudes stratégiques. L'idée d'un Nigeria indépendant, coopérant directement avec Ouagadougou ou Bamako, alarme les chancelleries. Des programmes d'aide sont ralentis, des sanctions à peine voilées sont évoquées. La diplomatie du don se transforme en diplomatie du doute. Au niveau social, les conséquences sont tangibles. Les médias nigérians se divisent, les ONG perdent leur neutralité perçue, et des graffitis résument le sentiment collectif. Si Tinubu s'agenouille aujourd'hui, l'Afrique saigne demain. Cette phrase, répétée sur les campus, agit comme un rappel. La foi invoquée ne suffit plus à masquer les rapports de force. Le discours de Trump, en prétendant protéger, a réveillé l'instinct de résistance. Le Nigeria découvre que sa plus grande bataille n'est pas contre Boko Haram, mais contre l'idée que son avenir puisse s'écrire ailleurs qu'à Abuja. À mesure que le tumulte se propage, les analystes africains esquissent 3 trajectoires possibles pour le Nigeria et, au-delà, pour l'équilibre du continent. Ces scénarios ne sont pas des prédictions absolues, mais des cadres d'interprétation nés des signaux observables dans les discours, les alliances et les marchés. Dans le premier scénario, appelé la ligne de crête, le Nigeria poursuit une coopération prudente avec Washington,
tout en maintenant un dialogue discret avec le bloc sahélien. Tinubu mise sur la diplomatie bilatérale, accepter les drones et la formation, mais refuser toute présence militaire étrangère. Ce scénario maintient la stabilité intérieure à court terme, mais fige le pays dans une dépendance politique douce. Le risque principal, que la rhétorique de la protection devienne une norme diplomatique permanente. Dans le scénario le plus favorable, appelé l'équilibre souverain. L'équilibre souverain. Inspiré par les modèles du Mali et du Burkina Faso, le Nigeria opte pour une autonomie stratégique sans rompre avec l'Occident. Abuja crée une alliance sécuritaire africaine, indépendante mais ouverte, où les opérations conjointes se décident à partir d'une base régionale. Ce choix exigerait un consensus interne rare et une confiance accrue dans les capacités locales. S'il réussit, il pourrait transformer le Nigeria en pivot d'une renaissance panafricaine, un centre économique et militaire capable d'inverser les flux d'influence. Enfin, dans le scénario le plus sombre, celui du glissement. Le glissement. Sous la pression combinée des partenaires étrangers et des rivalités internes, le Nigeria s'enfonce dans une zone grise. Multiplication des conseillers étrangers, privatisation de la sécurité, tensions entre groupes religieux, affaiblissement du pouvoir civil. Les promesses d'aide se transforment en de conditionnalité, puis en ingérence. Le pays devient un terrain d'expérimentation pour les stratégies de stabilisation occidentale. Dans chacun de ces cas, le rôle du capitaine Ibrahim Traoré garde une valeur symbolique. Il représente la possibilité de dire non sans sombrer dans l'isolement. Sa présence rappelle aux Nigérians que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une responsabilité collective. Au bout du compte, le choix de Tinubu déterminera la ligne historique, la continuité des dépendances ou l'ouverture d'un cycle africain de responsabilité. Car si le Nigeria bascule, l'Afrique suivra. Au-delà des stratégies, la crise touche la vie ordinaire. Dans les rues d'Abuja, dans les taxis de Lagos ou sur les campus, les conversations s'animent autour d'un même dilemme. Faut-il encore croire aux promesses de protection venues de l'extérieur ? La question n'est plus réservée aux analystes. Elle pénètre les foyers, les cercles religieux, les marchés. Pour la première fois depuis longtemps, la politique étrangère devient un sujet de table familiale. Chez les jeunes, la tension se transforme en énergie civique. Des collectifs émergent, prônant une Afrique unie, connectée, vigilante. Leurs mots circulent sur les réseaux. Souveraineté, dignité, responsabilité. Certains reprennent les discours du capitaine Ibrahim Traoré, les traduisent en Yoruba, en Haoussa, en Pidgin, les intègrent à des chansons de rap ou de slam. La politique cesse d'être un domaine lointain. Elle devient une musique de rue. Les pasteurs et les imams eux-mêmes révisent leur langage. Beaucoup appellent désormais à prier pour la lucidité des dirigeants plutôt que pour la puissance des alliés étrangers. Dans cette mutation, la spiritualité retrouve une fonction sociale. Elle n'oppose plus les croyants, elle leur rappelle qu'ils partagent la même terre. Les diasporas africaines de Paris à Houston participent à cette relecture. Elles utilisent leur visibilité pour interroger les récits dominants. Pourquoi l'Afrique doit-elle toujours être sauvée par d'autres ? Cette conversation mondiale prolonge le souffle d'une solidarité nouvelle. Ainsi, la question nigériane devient miroir de tout un continent. L'émotion se transforme en discernement, la peur en exigence. Derrière les chiffres, on entend battre le cœur d'une génération qui refuse d'être spectatrice. Le défi n'est plus seulement de se défendre, mais de se définir. Si le Nigeria choisit d'affirmer son autonomie, la souveraineté ne pourra pas se décréter, elle devra s'organiser. Les experts africains esquissent 5 étapes, simples en apparence, exigeantes dans leur exécution. D'abord, il faut reconsolider la confiance interne. Sans cohésion nationale, aucune diplomatie indépendante n'est durable. Cela suppose un dialogue entre communautés religieuses, forces armées et société civile. La sécurité commence par la légitimité. Ensuite,
il convient de diversifier les partenariats. Coopérer ne signifie pas s'aligner. Abuja peut établir des accords techniques avec des pays du Sud, en Afrique comme en Asie, tout en limitant les conditionnalités politiques. Cette pluralité de relations protège la marge de manœuvre du pays. Puis, il est essentiel d'investir dans la défense locale. Former, équiper, rémunérer correctement les forces nationales évite la dépendance aux armées étrangères. L'aide internationale devrait devenir un levier de transfert de compétences, non un substitut. De plus, il importe de articuler le projet panafricain. En rejoignant le dialogue du Sahel, le Nigeria peut aider à structurer un conseil de sécurité africain. C'est là que les voix comme celle du capitaine Ibrahim Traoré trouvent leur utilité. Rappeler que la coopération continentale doit précéder l'appel à des forces extérieures. Enfin, il faut mesurer les progrès. Définir des indicateurs publics. Réduction de la présence étrangère, autonomie énergétique, équilibre commercial régional. Pour évaluer les avancées, la souveraineté cesse alors d'être un slogan. Elle devient un tableau de bord. Ainsi se dessine une feuille de route réaliste, où la dignité n'exclut pas la rigueur. Si ces étapes s'accomplissent, le Nigeria pourrait non seulement restaurer sa liberté, mais aussi offrir à l'Afrique un modèle de maturité politique. La nuit africaine semble longue, mais elle n'est plus silencieuse. Dans les rues de Ouagadougou comme dans celles de Lagos, des fresques apparaissent. Sankara, aux côtés d'Ibrahim Traoré, une torche entre leurs mains. Leur visage rappelle qu'aucun empire ne dure, mais qu'une conviction peut traverser les siècles. Au Nigeria, cette conviction se cristallise autour d'une idée simple. La liberté ne se mendie pas, elle se mérite. Tinubu, face au choix de l'histoire, incarne le dilemme de toute une génération de dirigeants. Coopérer sans se soumettre, protéger sans trahir. Le peuple, lui, observe, compare, apprend. Dans les graffitis, on lit les mêmes mots, mais mots qu'au Burkina Faso. La patrie ou la mort, mais jamais l'oubli. Les tambours du Sahel résonnent jusqu'au delta du Niger, comme un battement de cœur collectif. Ils rappellent à ceux qui doutent que la foi n'est pas un outil, mais une force, et que la dignité d'un continent ne se négocie pas sur un tarmac d'aéroport. Le message final est clair, presque chuchoté. Tant qu'un seul Africain ose dire non, le continent entier reste debout. Alors que le récit touche à sa fin, une question demeure. Que signifie protéger quand les protecteurs portent aussi des contrats? La réponse n'appartient pas aux chancelleries, mais au peuple. Chaque voix, chaque partage, chaque débat contribue à redéfinir la souveraineté africaine. Le Nigeria, au centre de ce moment historique, n'est pas seul. Ses choix influenceront Bamako, Ouagadougou, Niamey, Accra. L'Afrique se regarde, se mesure, s'écoute. Les jeunes, dans leur langue et leur musique, reprennent le message d'Ibrahim Traoré. Aucun salut ne vient de l'extérieur si l'on oublie d'abord de se sauver soi-même. Cet appel n'est pas une déclaration de guerre, mais une invitation au dialogue. Parler, commenter, écrire, c'est déjà agir. Le silence, lui, reste l'arme la plus ancienne des puissances qui divisent. Alors, si vous croyez que l'Afrique mérite de se tenir sur ses propres pieds, ne détournez pas le regard, faites circuler la parole, car l'avenir du continent commence par ceux qui osent le dire à voix haute.